Bonsoir Valérie Pécresse, merci d'être notre invitée ce soir. Vous êtes présidente des Républicains de la région Île-de-France, présidente du mouvement Libre, ancienne ministre, notamment de l'enseignement supérieur. On va y revenir. Un mot sur Emmanuel Macron devant la conférence des évêques hier, qui a fait réagir Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Olivier Faure. Réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Est-ce que c'est le rôle du président de la République de réparer ce lien et est-ce qu'il est vraiment abîmé ? D'abord, effectivement, tout part d'un constat, c'est que la brutalité de la façon dont le mariage pour tous a été voté a effectivement pu donner le sentiment à un certain nombre de catholiques que leurs paroles n'étaient pas écoutées, pas entendues, méprisées par l'État. Et donc je pense que c'est en pensant à cet événement auquel il a participé, puisqu'Emmanuel Macron était ministre de François Hollande au moment du vote de la loi Taubira, que le président s'est adressé à un certain nombre de représentants de l'Église catholique. Alors maintenant, j'entends les cris d'orfraie que poussent un certain nombre d'élus de gauche, notamment, sur le fait que la laïcité s'opposerait à ce que le président de la République s'adresse à la première religion de France. Moi, je n'y vois absolument pas malice. Je pense que la laïcité, c'est pas la négation des religions. La laïcité intègre le dialogue avec les différentes religions et les différents mouvements d'idées d'ailleurs, et que aujourd'hui, c'est quoi la laïcité ? C'est la loi au-dessus de la foi. Oui. Et la neutralité du service public. Mais à partir du moment où on respecte scrupuleusement que la loi républicaine est au-dessus de toutes les fois et que le service public doit être neutre et garant de la liberté de croire ou de ne pas croire, à mon sens, on ne franchit absolument pas la ligne rouge. Les cheminots sont en grève. Vous êtes bien sûr très concerné par ces transports d'Île-de-France comme présidente de la région. Vous soutenez cette loi de la réforme de la SNCF et d'abord, est-ce que vous la soutenez vraiment? Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer, si vous la soutenez, en quoi elle va permettre aux usagers du RER B, par exemple, d'être sûr que leur RER va arriver à l'heure, va arriver tout court et va arriver avec de la place pour l'emprunter tranquillement? Alors d'abord, oui, je suis favorable à une réforme de la SNCF et une réforme ambitieuse. Et je vous réponds tout de suite, pourquoi une réforme ambitieuse? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le service de la SNCF, qui est donné aux voyageurs, aujourd'hui coûte très cher. Il coûte plus cher que partout ailleurs, 30% de plus au kilomètre qu'en Allemagne. Et je vais vous donner un exemple. L'Île-de-France est donc client de la SNCF pour le fameux RER B, mais le A, le B, le C, le D, le E, et pour un certain nombre de lignes de train. Et aujourd'hui, chaque année, la SNCF me demande 3,5% de plus de paiement par an pour le même service qui en plus se dégrade largement. Donc une inflation ferroviaire de 3,5% par an. Pas de gain de productivité. Vous savez que Guillaume Pepy avait proposé à Manuel Valls et à François Hollande un plan de productivité et d'économie qui, évidemment, a été abandonné en rase campagne au moment de la loi El Khomri parce que le gouvernement avait peur de la coalition des refus. Nous avons besoin que la SNCF fasse de la productivité, qu'elle fasse un meilleur service moins cher. Pourquoi? Parce que si c'est moins cher, on va pouvoir investir davantage. Parce que le RER B, quand est-ce qu'il arrivera à l'heure? Quand on aura fait tous les travaux pour lutter contre la vétusté de cette ligne. Et les travaux coûtent cher. Donc si, et puis pareil, pour faire ces travaux, il faut aussi pouvoir avoir des heures supplémentaires, avoir de la souplesse dans le recrutement. Des choses que peut-être la SNCF n'a pas. Je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que tous ces statuts, parfois, sont source de lourdeur. Et moi, ce que je constate, c'est que partout ailleurs, les sociétés ferroviaires font de la productivité, donc donnent un service meilleur, moins cher. Et donc, pour que la SNCF soit forte, alors que la concurrence va arriver, eh bien, il faut absolument qu'elle se réforme. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat de tension de grogne un peu, je dirais, segmenté dans certains lieux, mais qui en même temps pourrait se coaguler ou pas? Mais en tout cas, est-ce que vous trouvez que le gouvernement gère bien la situation? Est-ce que vous vous inquiétez d'un conflit long, par exemple, dans les transports?
Il faut de toutes les façons dire les choses. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec le service minimum dans les transports. Vous avez un principe Pourtant, il y avait été constitutionnel. soi-disant adopté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui. Vous étiez ministre. Bien entendu. Il a été adopté et c'était déjà une très grande avancée quand il a été adopté parce que on partait d'une situation où on pouvait faire 0 train. Le problème aujourd'hui, c'est que ce service minimum, il n'est pas encore respecté. Un certain nombre de lignes, notamment en Seine-et-Marne, dans le rural, ont été purement et simplement fermées, faute de conducteurs et d'aiguilleurs. Donc la vérité, c'est que ce service minimum, qui est déjà une avancée, eh ben, il n'est pas toujours respecté, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà. Parce qu'on a un principe constitutionnel qui s'appelle la continuité du service public. À l'hôpital, quand on fait grève avec un brassard disant « je suis en grève », parce qu'on estime qu'on doit la santé aux Français. Eh bien, aujourd'hui, moi je le dis, on doit aussi garantir le droit à aller travailler. Donc il n'y a pas de grève. Donc la grève ne serait pas possible dans les transports. Dans le cadre du droit à aller travailler, il y aurait un service garanti aux heures de pointe, un service plein aux heures de pointe pour que les Français puissent aller travailler et revenir du travail. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences des grèves, c'est qu'il peut y avoir aujourd'hui des centaines de milliers de Français qui peuvent se voir refuser leur salaire par leur employeur parce qu'ils ne sont pas venus travailler, parce qu'ils n'ont pas pu venir travailler. Attendez, alors donc je comprends que, parce qu'ils vont dire... On va avoir une réforme de la Constitution, oui. Madame El Krief. On va avoir une réforme de la Constitution qui n'intéresse pas grand monde parce qu'elle ne s'intéresse pas beaucoup aux vrais problèmes des Français. Si dans cette réforme de la Constitution, on mettait le droit de circulation dans son volet droit à aller travailler. Le droit à aller travailler des Français dans le cadre de la continuité du service public. La grève ne serait plus efficace, c'est ce que diront les syndicats ou en tout cas les grévistes et diraient dans le fond alors ça ne sert à rien de faire grève. Mais l'efficacité... Or, c'est prévu aussi dans la Constitution, le droit de grève. Il y a des grèves dans le service public hospitalier, elles sont tout aussi efficaces et elles n'empêchent pas les Français de se soigner. Il peut y avoir des grèves dans les transports en commun qui n'empêchent pas les Français d'aller travailler. On peut effectivement ne plus avoir de train aux heures creuses, on peut avoir des brassards, on peut protester, on peut manifester son refus et son mécontentement autrement qu'en privant les Français d'un salaire. J'ajoute que la grève actuelle est une grève épouvantable. On l'appelle la grévilla, mais parce que c'est une grève qui est celle de la gêne et de l'emmerdement maximum, si vous me permettez cette expression. Et moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement ? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement ? Non, mais c'est surtout... ce que je dis au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol des voyageurs qui est lié à la fois aux galères qu'ils vivent au quotidien dans les transports en commun, parce que malheureusement il y a une vétusté du réseau SNCF qui a été sacrifiée. Gère bien les choses, parce qu'on voit bien que là ils sont partis sur le gouvernement n'est pas responsable. Long et voilà, ils sont accusés d'avoir une position dure. Vous dites c'est normal, c'est bien, c'est comme ça que ça doit se passer. Le gouvernement doit malheureusement tenir bon, parce qu'il face à la rue il faut tenir bon, mais en même temps il doit donner du sens à cette réforme et elle doit rester ambitieuse. Mais au-delà de ça, je pense que pour la suite, ça n'est pas compatible avec une démocratie moderne que d'accepter que une partie de la population, fût-ce une partie de la population qui a des revendications à faire entendre. Et moi, j'entends que les cheminots sont inquiets. Service garanti pour les Français qui veulent aller travailler. Les universités, vous étiez ministre de l'enseignement supérieur, il y a eu des grèves. Vous avez fait la loi sur l'autonomie, vous avez fait la loi sur les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Bon, et il y a eu des grèves, des occupations, ça a été dur. Aujourd'hui, comment vous jugez ce mouvement ? Il y a quelques facs occupées, il y a eu des violences, il y a eu une évacuation hier à Nanterre. Est-ce que ça peut être le début d'un grand mouvement ? Écoutez, moi je le dis aussi très clairement, les universités de sciences humaines et sociales n'ont pas à être la chasse gardée des gauchistes. Aujourd'hui, il faut faire évacuer les facs qui sont bloqués. Nous, quand nous étions au gouvernement, effectivement, nous avons eu à évacuer des facs. J'ai fait 170 évacuations de fac. Mais jamais nous n'avons laissé une fac occupée, dégradée. Et jamais nous n'avons accepté que l'autorité de l'État soit bafouée par des mouvements. Quand on n'évacue pas une fac, eh bien, ça veut dire qu'on la laisse aux mains d'un groupuscule qui est ultra minoritaire. Vous savez, Madame Elkrief, si on prend des risques de violence quand même. Moi, je souhaiterais qu'on fasse des référendums par Internet auprès des étudiants de ces universités et qu'on leur demande s'ils sont pour le blocage ou le déblocage. Et vous aurez 80% des étudiants qui diront urbi et orbi qu'ils veulent continuer à travailler, qu'ils veulent retourner en fac, qu'ils ont peur pour leurs examens. Et donc face
à ces groupes minoritaires qui prennent, j'allais dire, possession d'un certain nombre de facs. Elles ne sont pas très nombreuses, hein. Elles ne sont pas très nombreuses, les universités qui sont victimes de violences. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et ça abîme leur réputation, ça abîme leur image. Et objectivement, les premières victimes, ce sont les étudiants les plus fragiles. Et moi, je n'accepte pas que dans ma République, on prenne en otage des étudiants qui sont particulièrement fragiles et qui vont peut-être échouer à leurs examens ou qui ont peut-être des projets de concours, qui ont peut-être des projets d'emploi à la fin de l'année qui risquent d'être compromis. Donc je le dis vraiment, ça n'est pas la chasse gardée de l'ultra-gauche. Et vous dites au gouvernement, il faut évacuer vite les facs, c'est ce que vous dites. Il faut évacuer les universités et si elles sont réoccupées, il faudra les réévacuer, il faut organiser des contrôles aux entrées. Franchement, ça n'est pas respectueux des étudiants que de bloquer des facs quand ils ont envie d'aller travailler. Merci beaucoup. Merci Valérie Pécresse d'être venue sur notre plateau.